Avez-vous déjà remarqué comment les personnes les plus proches de vous peuvent parfois être celles qui vous épuisent le plus? Pas des inconnus, pas des collègues, mais des membres de la famille qui savent exactement sur quel bouton appuyer, quelle vulnérabilité exploiter et quelles limites franchir. Vous vous dites peut-être que c'est normal, que la famille c'est compliqué, que les liens du sang sont plus forts que tout. Mais si je vous disais que tolérer certains comportements, même venant de la famille, n'est pas de la loyauté ou de l'amour, mais une trahison envers votre propre âme. Carl Jung a dit un jour, la chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement. Et nulle part cela n'est plus difficile que lorsque nous devons accepter que les personnes qui nous ont élevés, qui partagent notre ADN, pourraient nous faire du mal d'une manière que nous avons appris à ignorer. Aujourd'hui, nous allons explorer 6 comportements toxiques que vous ne devriez jamais tolérer, même de la part de votre famille. Il ne s'agit pas de cruauté ou de couper les ponts sans réflexion. Il s'agit de reconnaître que votre survie psychologique compte, que votre monde intérieur mérite protection, et que parfois la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de dire non. Imaginez-vous comme un phare au bord d'une mer déchaînée. Votre lumière brille vers l'extérieur, guidant les navires vers la sécurité, mais que se passe-t-il lorsque ces navires s'écrasent délibérément contre vos fondations? Que se passe-t-il lorsque les personnes mêmes qui devraient respecter votre lumière tentent de l'éteindre? C'est la réalité pour de nombreuses personnes qui grandissent dans des familles où les schémas toxiques sont normalisés, où s'exprimer est étiqueté comme un manque de respect et où maintenir la paix signifie faire taire votre vérité. Jung comprenait cela profondément à travers son concept d'ombre, ces parties de nous-mêmes que nous cachons parce qu'elles ont été jugées inacceptables par nos familles et la société. Le premier comportement toxique que vous ne devez jamais tolérer est la manipulation émotionnelle déguisée en amour. Cela se manifeste lorsque des membres de la famille utilisent la culpabilité, la honte ou la peur pour contrôler vos décisions. Ils peuvent dire des choses comme « Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies » ou « Si tu m'aimais vraiment, tu ferais cela ». Ces déclarations s'accrochent à votre besoin le plus profond d'appartenance et le transforment en arme contre vous. La manipulation fonctionne parce qu'elle active ce que Jung appelait le complexe, un ensemble d'idées et d'images chargées émotionnellement qui contrôlent nos réactions avant que nous puissions penser rationnellement. Lorsque vous étiez enfant, vous avez appris que l'amour venait avec des conditions. Peut-être que l'affection de votre mère dépendait de vos réussites, ou que l'approbation de votre père exigeait que vous supprimiez vos propres besoins. Vous avez intériorisé ces schémas et maintenant, des décennies plus tard, vous vous retrouvez à danser sur le même air, essayant de gagner un amour qui devrait être donné librement. C'est votre ombre à l'œuvre, l'enfant rejeté en vous qui croit encore qu'il doit performer pour être digne. Mais voici la vérité que la psychologie jungienne révèle. Le véritable amour ne manipule pas. Le véritable amour n'utilise pas vos vulnérabilités comme levier. Le véritable amour crée un espace pour que vous deveniez qui vous êtes vraiment, pas qui quelqu'un d'autre a besoin que vous soyez. Pensez à la dernière fois qu'un membre de votre famille vous a fait sentir coupable d'avoir établi une limite. Remarquez comment votre corps a réagi. Peut-être que votre poitrine s'est serrée, votre estomac s'est noué, ou vous avez ressenti une vague d'anxiété familière. Cette réaction physique n'est pas aléatoire. C'est votre esprit inconscient qui reconnaît un schéma qui vous a déjà causé de la douleur. Le philosophe stoïcien Épictète enseignait que nous ne souffrons pas des événements eux-mêmes, mais de nos jugements à leur sujet. Pourtant, lorsque ces jugements ont été programmés en nous pendant l'enfance, lorsque nous n'avions d'autre choix que d'accepter les définitions de l'amour et de la loyauté de notre famille, se libérer nécessite plus que de la volonté. Cela nécessite un travail sur l'ombre, l'acte courageux d'examiner les parties de vous-même qu'on vous a appris à rejeter. Le deuxième comportement toxique qui ne mérite aucune place dans votre vie est la critique constante qui se fait passer pour de l'inquiétude. Vous connaissez bien ce schéma. Votre tante commente votre poids à chaque fête, le présentant comme une préoccupation pour votre santé. Votre frère ou sœur dénigre vos choix de carrière, prétendant vouloir le meilleur pour vous. Votre parent remet en question chaque relation que vous avez, insistant qu'il vous protège de la déception.
En surface, ces comportements peuvent ressembler à de l'attention, mais en dessous se cache quelque chose de plus insidieux, un refus de vous voir comme un individu distinct et capable avec son propre chemin. Le concept d'individuation de Jung, le processus de toute une vie de devenir votre vrai moi, est fondamentalement incompatible avec des relations qui nient votre autonomie. Lorsque des membres de la famille critiquent constamment vos choix, ils ne vous aident pas à grandir. Ils projettent leurs propres ombres sur vous. Peut-être que la critique de votre mère sur votre façon d'être parent reflète sa propre culpabilité non résolue concernant ses propres choix. Peut-être que la déception de votre père face à votre carrière reflète ses rêves abandonnés, leurs ombres, les vies non vécues, les désirs réprimés, les chemins non empruntés deviennent votre fardeau à porter si vous les laissez faire. Mais vous n'avez pas à porter ce fardeau. Imaginez un instant que vous êtes un archéologue, excavant les couches d'une ville ancienne. Chaque couche représente une période différente, un ensemble différent de croyances et de règles. En creusant plus profondément, vous découvrez que les fondations que vous pensiez solides sont en réalité construites sur l'architecture de quelqu'un d'autre. Les pièces que vous pensiez vôtres ont été conçues par des personnes qui ont vécu il y a des générations. C'est ce que fait la critique constante. Elle construit un faux moi par-dessus votre nature authentique, couche après couche, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus vous souvenir à quoi ressemblait votre propre plan. Le chemin vers la liberté commence lorsque vous reconnaissez que vous n'êtes pas obligé de vivre selon les attentes non satisfaites de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas un dépositaire pour leurs regrets, une toile pour leurs rêves inaccomplis, ou un bouc émissaire pour leurs déceptions. Les stoïciens comprenaient cela profondément. Marc Aurèle a écrit sur l'importance de se concentrer sur ce qui relève de votre contrôle, vos pensées, vos choix, vos réponses. La critique familiale n'a de pouvoir sur vous que lorsque vous l'intériorisez, lorsque vous la laissez devenir la voix dans votre tête qui vous dit que vous n'êtes pas assez bon, pas assez intelligent, pas assez aimable. Considérez profondément cette question. Qu'est-ce que cela ferait de vivre une journée entière sans le poids des jugements des autres pesant sur vos épaules? Que choisiriez-vous différemment si la seule approbation dont vous aviez besoin était la vôtre? Prenez un moment pour réfléchir à cela. J'aimerais entendre dans les commentaires. Avez-vous vécu ce type de critique de la part de votre famille et comment cela a-t-il façonné votre façon de vous voir? Le troisième comportement toxique qui ne doit jamais être toléré est l'invalidation de vos sentiments et expériences. Cela se produit lorsque des membres de la famille nient votre réalité, vous disent que vous êtes trop sensible ou réécrivent l'histoire pour mieux paraître. Vous évoquez un souvenir douloureux de l'enfance et ils disent que cela ne s'est jamais produit. Vous exprimez votre blessure face à quelque chose qu'ils ont dit et ils vous disent donc que vous réagissez de manière excessive. Vous nommez votre vérité et ils vous manipulent jusqu'à ce que vous doutiez de vos propres perceptions. Jung a beaucoup écrit sur l'importance d'honorer votre expérience intérieure. Il croyait que la santé psychologique nécessite de reconnaître tous les aspects de vous-même, y compris les parties qui semblent gênantes ou inconfortables pour les autres. Lorsque des membres de la famille invalident vos sentiments, ils vous disent essentiellement que votre monde intérieur n'a pas d'importance, que votre expérience subjective est moins réelle que leur récit préféré. C'est dévastateur parce que cela attaque le fondement même de votre psyché, votre capacité à vous faire confiance. Imaginez que vous tenez une boussole, et chaque fois que vous la regardez, quelqu'un vous dit qu'elle pointe dans la mauvaise direction. Au début, vous pourriez argumenter, défendant ce que vous voyez clairement, mais après des années à vous dire que votre boussole est cassée, vous commencez à en douter. Vous cessez de faire confiance à votre propre système de navigation. Vous vous perdez parce que vous ne pouvez plus distinguer le vrai nord des fausses directions que les autres insistent pour que vous suiviez. C'est ce que fait l'invalidation émotionnelle. Elle case votre boussole interne, vous laissant dépendant des autres pour vous dire ce que vous pensez, ressentez et vous souvenez. Le travail de récupération de votre réalité est un profond travail sur l'ombre. Vous devez faire face à la possibilité terrifiante que les personnes qui vous ont élevé avaient tort, qu'elles ont agi à partir de leurs propres blessures, plutôt que de sagesse, que leur version des événements servait leurs besoins plutôt que la vérité. Cela ne fait pas d'eux des monstres, cela fait d'eux des humains, imparfaits, portant leurs propres ombres.
Mais reconnaître leur humanité ne vous oblige pas à sacrifier votre santé mentale. Vous pouvez reconnaître qu'ils ont fait de leur mieux, tout en honorant que leur mieux vous a parfois profondément blessé. Les stoïciens enseignaient le principe d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer, tout en agissant sur ce que vous pouvez. Vous ne pouvez pas changer le passé ou forcer votre famille à valider vos expériences, mais vous pouvez changer votre relation à ce passé. Vous pouvez vous valider vous-même. Vous pouvez dire « mes sentiments sont réels, mes souvenirs comptent, mon expérience est valide, que quelqu'un d'autre la reconnaisse ou non ». Cette auto-validation n'est pas de l'arrogance, c'est la survie. C'est la fondation sur laquelle vous construisez un sens sain de soi. Le quatrième comportement toxique, qui ne mérite aucune concession, est la violation des limites, surtout lorsqu'elle est accueillie par de la défensive ou des représailles. Peut-être avez-vous dit à votre mère que vous aviez besoin d'un préavis avant les visites et elle se présente quand même à l'improviste, vous traitant d'ingrat lorsque vous ne l'accueillez pas à bras ouverts. Peut-être avez-vous demandé à votre frère ou sœur de cesser de partager vos informations personnelles et il continue quand même, prétendant que vous êtes secret ou paranoïaque. Les limites sont les lignes physiques et émotionnelles qui définissent où vous finissez et où les autres commencent, et lorsque des membres de la famille refusent de les respecter, ils disent essentiellement « mes besoins comptent plus que votre autonomie ». En termes jungiens, des limites saines sont essentielles pour l'individuation. Vous ne pouvez pas devenir votre vrai moi si vous êtes constamment envahi par les demandes, attentes et énergies des autres. Jung parlait de l'importance de développer un ego fort, non pas dans le sens familier d'arrogance, mais comme un centre stable de conscience qui peut différencier entre soi et l'autre. Sans cette différenciation, vous risquez ce que Jung appelait la contamination psychique, où vous absorbez les émotions des autres, prenez la responsabilité de leurs problèmes et perdez le contact avec vos propres besoins et désirs. Pensez à votre propre vie un instant. Où avez-vous sacrifié vos limites pour maintenir la paix? Où avez-vous permis des invasions de votre temps, énergie ou espace, parce que dire non semblait trop dangereux? Ces violations ne se produisent pas dans le vide. Elles se produisent parce que quelque part en chemin, vous avez appris que vos limites étaient moins importantes que le confort de quelqu'un d'autre. Vous avez appris qu'être accommodant était plus sûr qu'être authentique. Vous avez appris que pour être aimé, vous deviez être sans limite. Mais voici ce que cet enseignement a omis. Les relations sans limite ne sont pas des relations, ce sont des enchevêtrements. Ce sont des danses codépendantes où personne ne sait où il finit et où l'autre commence. Le philosophe stoïcien Sénèque a écrit sur l'importance de protéger votre temps et votre énergie comme vos ressources les plus précieuses. Il comprenait que dire oui à tout signifie se dire non à soi-même, que l'accommodement sans limite conduit à une vie qui appartient à tout le monde, sauf à vous. Lorsque vous établissez une limite et qu'elle est violée, vous faites face à un choix. Vous pouvez abandonner la limite pour éviter le conflit, enseignant aux autres que vos mots n'ont pas d'importance. Ou vous pouvez l'appliquer avec des conséquences, sachant que l'inconfort temporaire mènera au respect à long terme. Ce choix révèle si vous vivez pour l'approbation des autres ou pour votre propre intégrité. Il montre si vous opérez encore depuis l'ombre, l'enfant effrayé qui a appris que s'exprimer signifiait punition, ou depuis votre moi conscient et individué qui comprend que les limites sont des expressions de respect de soi, pas d'égoïsme. Le cinquième comportement toxique que vous ne devez jamais tolérer est le fait d'être utilisé comme bouc émissaire ou décharge émotionnelle. Dans les systèmes familiaux dysfonctionnels, quelqu'un se voit généralement attribuer le rôle d'enfant problème, de mouton noir ou d'auditeur désigné pour les problèmes de tous. Si c'était vous, vous connaissez le poids de porter les bagages émotionnels de tout le monde alors que vos propres besoins ne sont pas satisfaits. Vous êtes devenu le thérapeute, le médiateur, celui qui devait être fort pour que les autres puissent être faibles. Ou peut-être êtes-vous devenu le bouc émissaire, la personne blâmée pour le dysfonctionnement familial, celui qui ne pouvait rien faire de bien, l'écran de projection pour les ombres de tous les autres. Jung comprenait profondément les dynamiques familiales. Il reconnaissait que les familles, comme les individus, ont une ombre, des schémas collectifs de déni, de traumatismes non traités et d'obscurité projetée. Quelqu'un doit porter cette ombre, et c'est souvent le membre le plus sensible,
celui qui ressent profondément et questionne ouvertement. Si vous étiez cette personne, vous avez absorbé une toxicité qui n'était pas la vôtre à porter. Vous avez intériorisé la honte, la culpabilité et la responsabilité de problèmes que vous n'avez pas créés. Votre moi authentique s'est retrouvé enterré sous des couches de fausse identité, le fauteur de troubles, le fardeau, la déception. Se libérer de ce rôle nécessite de reconnaître que vous n'avez jamais été le problème. Vous étiez le symptôme d'un système malade, le canari dans la mine de charbon, signalant que quelque chose n'allait vraiment pas. Votre sensibilité n'était pas une faiblesse, c'était une conscience. Votre questionnement n'était pas une rébellion, c'était une recherche de vérité. Mais les boucs émissaires voient rarement cela clairement parce que le récit de la famille a été intériorisé, devenant la voix de votre critique intérieure. L'ombre qui murmure que vous êtes fondamentalement défectueux. Imaginez que vous portez un sac à dos rempli de pierres depuis si longtemps que vous avez oublié que vous le portiez. Chaque pierre représente une fausse croyance sur vous-même, un morceau de honte qui appartient à quelqu'un d'autre, une responsabilité qui n'a jamais été la vôtre. Le travail sur l'ombre signifie enlever ce sac à dos, examiner chaque pierre et demander « Est-ce la mienne ?» La plupart du temps, la réponse est non. Cette pierre d'inadéquation, elle appartient au parent qui ne s'est jamais senti assez bon. Cette pierre de colère, c'est la rage inexprimée de votre frère ou sœur. Ce rocher de culpabilité, c'est le refus collectif de la famille de faire face à son dysfonctionnement. En déposant chaque pierre qui n'est pas la vôtre, vous vous sentirez plus léger, mais vous pourriez aussi vous sentir coupable parce qu'on vous a entraîné à croire que porter les fardeaux des autres est de l'amour. Les stoïciens vous rappelleraient que vous ne pouvez pas contrôler les émotions des autres ou prendre la responsabilité de leur guérison. Vous ne pouvez contrôler que vos propres réponses, vos propres limites, votre propre voyage. Marc Aurèle a écrit sur la futilité de prendre les problèmes des autres comme s'ils étaient les vôtres. Il comprenait que la compassion ne signifie pas l'autodestruction, qu'aider les autres nécessite de maintenir votre propre centre. Vous êtes-vous retrouvé dans le rôle de soignant émotionnel ou de bouc émissaire familial? Que signifierait pour vous de déposer des fardeaux qui n'ont jamais été les vôtres à porter? J'aimerais entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Le 6e, et peut-être le plus insidieux comportement toxique, est la rétention de l'amour comme punition. Cela se manifeste lorsque des membres de la famille vous font le traitement silencieux, retirent leur affection lorsque vous ne vous conformez pas à leurs souhaits, ou rendent leur amour conditionnel à votre comportement. Vous avez ressenti cela, l'épaule froide, après avoir pris une décision avec laquelle ils n'étaient pas d'accord, l'indisponibilité soudaine lorsque vous avez établi une limite, l'abandon émotionnel lorsque vous avez osé être vous-même. Ce schéma est particulièrement dommageable parce qu'il vous entraîne à associer l'authenticité à la perte, à croire qu'être vous-même signifie être seul. Jung reconnaissait que la peur de l'abandon est l'une des angoisses humaines les plus primitives. Les enfants sont biologiquement programmés pour rechercher l'attachement parce que la survie en dépend. Lorsque les soignants utilisent le retrait de l'amour comme mécanisme de contrôle, ils exploitent cet instinct de survie. L'enfant apprend que la sécurité nécessite la suppression de soi, que l'appartenance coûte l'authenticité. Cette leçon ne disparaît pas à l'âge adulte, elle fait partie de votre ombre, motivant des comportements que vous ne comprenez pas pleinement. Vous pourriez vous retrouver constamment à essayer de lire les humeurs des autres, à ajuster votre personnalité pour maintenir la connexion, ou à ressentir une anxiété intense lorsque quelqu'un semble distant. Ce ne sont pas des défauts de personnalité, ce sont des adaptations à un environnement où l'amour était instable et conditionnel. Mais les adaptations qui vous ont aidé à survivre dans l'enfance peuvent vous étouffer à l'âge adulte. L'hypervigilance qui vous gardait en sécurité devient épuisante. Le fait de plaire aux gens qui vous a valu l'approbation devient une trahison de soi. La peur de l'abandon qui vous rendait docile devient une prison. Briser ce schéma nécessite de faire face à une vérité profonde. Les personnes qui vous aiment vraiment n'arment pas cet amour. Elles ne font pas pendre l'affection comme une carotte et ne la retirent pas lorsque vous leur déplaisez.
Elles ne rendent pas leur attention conditionnelle à votre obéissance. Le véritable amour, comme Jung le comprenait, soutient votre individuation plutôt que d'exiger votre conformité. Il crée la sécurité pour que vous exploriez qui vous êtes, y compris les parties qui pourraient défier ou décevoir les autres. La pratique stoïcienne de l'amor fati, aimer son destin, inclut l'acceptation que certaines relations, même familiales, pourraient ne pas être capables de l'amour que vous méritez. Cette acceptation n'est pas de la résignation ou de l'amertume, c'est une reconnaissance lucide qui vous libère pour rechercher et construire des relations basées sur le respect mutuel, la connexion authentique et le regard positif inconditionnel. Épictète enseignait que nous souffrons lorsque nous exigeons que les circonstances externes se conforment à nos souhaits plutôt que d'accepter la réalité telle qu'elle est. Accepter qu'un membre de la famille ne peut pas ou ne veut pas vous aimer inconditionnellement est douloureux, mais c'est aussi libérateur parce que cela vous empêche de vous contorsionner pour gagner ce qui devrait être donné librement. Considérez vos propres relations. Où vous êtes-vous fait plus petit pour maintenir la connexion? Où avez-vous fait taire votre vérité pour éviter le retrait émotionnel? Ces questions ne sont pas destinées à vous faire honte, ce sont des invitations à la conscience. Le travail sur l'ombre commence par la prise de conscience, en amenant ce qui était inconscient à la lumière. Chaque fois que vous remarquez que vous trahissez vos besoins pour éviter l'abandon, vous avez rendu ce schéma visible, et ce qui est visible peut être changé. Maintenant, vous vous demandez peut-être, si j'arrête de tolérer ces comportements, cela signifie-t-il que je dois complètement couper ma famille de ma vie? C'est là que la nuance de la psychologie jungienne devient essentielle. L'individuation ne nécessite pas de couper tous les liens, elle nécessite de se différencier, de prendre conscience de où vous finissez et où les autres commencent, et de choisir votre niveau d'engagement en fonction de ce qui sert votre santé psychologique. Pour certaines personnes, cela pourrait signifier un contact limité. Pour d'autres, cela pourrait signifier rester connecté, mais avec des limites fermes. La clé est que votre choix vienne de la conscience, plutôt que de la peur, du respect de soi, plutôt que de l'obligation. Jung a écrit « Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous l'appellerez destin. Lorsque vous continuez à tolérer des comportements toxiques sans conscience, vous vivez inconsciemment, répétant des schémas et l'appelant loyauté. Mais lorsque vous devenez conscient, lorsque vous reconnaissez le coût de ces schémas, reconnaissez votre droit à la protection et agissez depuis votre moi authentique, vous entrez dans votre pouvoir. Vous choisissez la liberté plutôt que la familiarité, la santé plutôt que l'habitude. Laissez-moi partager à quoi pourrait ressembler cette transformation. Imaginez vous réveiller un matin sans le nœud d'anxiété dans votre estomac, celui qui apparaît avant les rassemblements familiaux. Imaginez dire votre vérité et avoir confiance que vous irez bien, que les autres l'acceptent ou non. Imaginez vous sentir entier en vous-même plutôt que de chercher constamment la validation de personnes qui ont prouvé leur incapacité à la donner. Ce n'est pas un fantasme, c'est le résultat naturel de faire le travail intérieur, d'intégrer votre ombre et de revendiquer votre droit à la sécurité psychologique. Le processus n'est pas linéaire. Certains jours, vous vous sentirez fort, clair dans vos limites et sûr de vos décisions. D'autres jours, vous douterez de vous-même, vous demandant si vous êtes trop dur, trop sensible, trop exigeant. Cette hésitation est normale. Elle fait partie du démêlage de décennies de conditionnement. L'ombre ne disparaît pas du jour au lendemain. Mais chaque fois que vous vous choisissez, chaque fois que vous refusez de tolérer ce qui vous fait du mal, vous renforcez une nouvelle voie neuronale. Vous apprenez à votre système nerveux que vous êtes en sécurité même lorsque vous n'êtes pas la personne préférée de tout le monde. Vous prouvez à cet enfant intérieur blessé que vous, l'adulte que vous êtes devenu, allez le protéger de manière que les autres ne l'ont pas fait. Les stoïciens comprenaient que la liberté ne vient pas du changement des circonstances externes, mais de la maîtrise de vos réponses internes. Vous ne pouvez pas contrôler si votre famille respecte vos limites, valide vos sentiments ou vous aime inconditionnellement. Mais vous pouvez contrôler si vous continuez à vous exposer à leur toxicité. Vous pouvez contrôler le pouvoir que vous donnez à leurs opinions.
Vous pouvez contrôler si vous construisez une vie autour de leur approbation ou autour de vos propres valeurs et besoins. C'est peut-être le moment le plus important de toute cette conversation, alors je veux que vous entendiez vraiment ceci. Vous n'êtes pas obligé de maintenir des relations qui endommagent votre âme, pas même avec la famille, pas même avec des personnes qui partagent de votre sang, votre histoire, votre nom de famille. L'obligation sans choix est l'emprisonnement, l'amour sans respect est manipulation, et la loyauté qui nécessite la trahison de soi n'est pas de la loyauté du tout, c'est l'abandon de soi. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette exploration, si quelque chose ici a résonné avec votre expérience, envisagez de vous abonner à cette chaîne. Nous construisons une communauté de personnes engagées dans la croissance psychologique, le travail sur l'ombre et la vie authentique. Votre présence ici compte, et votre voyage vers la plénitude contribue à la guérison collective dont nous avons tous besoin. Alors que nous arrivons à la fin de cette exploration, je veux reconnaître à quel point ce travail est difficile. Reconnaître des schémas toxiques dans les relations familiales remet en question tout ce qu'on vous a appris sur l'amour, la loyauté et l'appartenance. Cela vous oblige à vous faire plus confiance qu'au récit que vous avez hérité. Cela exige que vous valorisiez votre paix intérieure plus que l'approbation externe. Cela va à l'encontre de chaque instinct de survie qui vous a gardé en sécurité dans l'enfance, de chaque leçon sur le fait de mettre les autres en premier, de chaque avertissement que l'indépendance mène à l'isolement. Mais voici ce que ces vieilles leçons ne vous ont pas dit. L'isolement que vous craignez en établissant des limites n'est rien comparé à l'isolement que vous vivez lorsque vous vous perdez en essayant de plaire à tout le monde. La solitude de se tenir dans votre vérité est temporaire. La solitude de vous abandonner est permanente. Jung comprenait que la plus grande souffrance ne vient pas du rejet externe, mais de l'auto-rejet, du fait de se détourner des besoins de votre propre âme au service du confort des autres. La transformation de la tolérance de la toxicité à la revendication de votre valeur ne consiste pas à devenir dur, amer ou impitoyable. Il s'agit de devenir perspicace. Il s'agit de reconnaître que vous pouvez souhaiter du bien aux gens à distance, que vous pouvez ressentir de la compassion sans accepter les mauvais traitements, que vous pouvez honorer votre histoire sans en être esclave. Vous pouvez reconnaître que votre famille a fait de son mieux, tout en reconnaissant également que son mieux vous a parfois fait du mal. Les deux choses peuvent être vraies. Imaginez-vous dans 5 ans ayant fait ce travail. Vous avez affronté votre ombre, les parties de vous qui croyaient que vous méritiez les mauvais traitements, parce qu'on vous avait appris que c'est à cela que ressemble l'amour. Vous avez intégré ces parties rejetées, comprenant que votre besoin de respect n'est pas de l'égoïsme, que vos limites ne sont pas de la cruauté, et que votre authenticité n'est pas une trahison. Vous avez construit une vie autour de vos propres valeurs, plutôt que d'obligations héritées. Comment ce vous du futur se déplace-t-il dans le monde? Que ne tolère-t-il plus? Que sait-il de sa valeur? Ce futur n'est pas un fantasme, c'est une possibilité qui s'offre à vous maintenant, en ce moment, avec ce choix. Le choix de dire non à ce qui vous diminue. Le choix de dire oui à ce qui honore votre âme. Le choix de reconnaître que vous êtes digne du même respect, de la même attention et du même regard positif inconditionnel que vous avez donné à tout le monde. L'empereur stoïcien Marc Aurèle a écrit dans ses journaux privés « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » Il écrivait ces mots pour lui-même, se rappelant ce qu'il savait intellectuellement, mais avait du mal à ressentir émotionnellement. Il comprenait que le véritable pouvoir vient de l'intérieur, de l'engagement, inébranlable envers votre propre intégrité, quelles que soient les pressions externes. Carl Jung a passé sa vie à explorer les profondeurs de la psyché humaine, et sa plus grande découverte pourrait être celle-ci. Devenir entier ne signifie pas devenir parfait. Cela signifie devenir intégré, reconnaissant tous les aspects de vous-même, y compris les parties blessées, les parties rejetées, les parties qui aspirent encore à l'approbation de personnes incapables de la donner sainement. L'intégration signifie tenir l'espace pour votre désir de connexion familiale, tout en honorant également votre besoin de sécurité psychologique. Cela signifie aimer les gens de la distance qui vous permet aussi de vous aimer vous-même.
Alors que vous avancez à partir de ce moment, portant ces idées dans votre vie quotidienne, rappelez-vous que le changement se produit lentement puis tout d'un coup. Vous aurez des conversations où vous retomberez dans d'anciens schémas, des moments où vous remettrez en question si vous faites la bonne chose, des jours où l'attraction de la familiarité semble plus forte que l'appel de la liberté. C'est normal. La transformation ne concerne pas la perfection, elle concerne la direction. Chaque fois que vous remarquez que vous tolérez ce que vous ne devriez pas, vous avez augmenté votre conscience. Et la conscience est la première étape vers le changement. Votre voyage vers la plénitude compte. Votre guérison compte. Votre volonté de briser les schémas générationnels compte non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui viennent après vous. Lorsque vous refusez de transmettre la toxicité, lorsque vous choisissez de traiter votre douleur plutôt que de la projeter, lorsque vous vous engagez envers la conscience plutôt que le confort, vous créez des ondulations qui s'étendent bien au-delà de votre vie individuelle. Vous montrez aux autres qu'il est possible d'honorer la famille tout en s'honorant soi-même. Vous prouvez que l'amour et les limites peuvent coexister. Vous incarnez la vérité que votre valeur est inhérente, pas gagnée. Alors la prochaine fois qu'un membre de la famille s'engage dans l'un de ces 6 comportements toxiques, la manipulation, la critique, l'invalidation, les violations de limites, la décharge émotionnelle, le retrait de l'amour, remarquez ce qui se passe dans votre corps. Remarquez l'ancienne impulsion à accommoder, à trouver des excuses, à vous faire plus petit, et puis, avec tout le poids de votre conscience, choisissez différemment. Choisissez-vous. Choisissez votre paix. Choisissez votre liberté. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est l'auto-préservation. C'est le travail sacré de devenir qui vous étiez censé être avant d'apprendre à vous faire plus petit pour le confort des autres. C'est votre individuation, votre voyage vers la plénitude, votre récupération des parties de vous-même que vous avez sacrifiées pour maintenir des relations qui vous coûtaient à votre âme. Vous êtes le phare, vous vous souvenez? Votre lumière est précieuse. Vos fondations méritent protection. Les navires qui s'écrasent contre vous à répétition, même lorsque vous leur avez demandé de naviguer différemment, ne peuvent pas déterminer votre valeur ou dicter vos limites. C'est vous qui le faites. Seulement vous. Et les jours où vous doutez de vous-même, où les vieilles voix vous disent que vous êtes trop ou pas assez, où vous vous demandez si vous avez le droit de vous protéger de personnes qui prétendent vous aimer, revenez à cette vérité. Vous méritez d'être bien traité. Point final. Pas d'exception. Pas même pour la famille. Qu'allez-vous cesser de tolérer aujourd'hui? Quelles limites avez-vous eu peur d'établir? Quelle vérité avez-vous hésité à dire? J'aimerais entendre vos réflexions dans les commentaires. Parfois, nommer ce sur quoi nous travaillons est la première étape vers le changement. Et rappelez-vous, votre histoire pourrait être exactement ce qui donne à quelqu'un d'autre la permission de commencer son propre voyage vers la liberté. Merci d'être ici, de faire ce travail difficile, de choisir la conscience plutôt que le confort. Votre engagement envers votre propre guérison est un acte de courage qui rayonne dans le monde, de manière que vous ne verrez peut-être jamais pleinement. Mais ayez confiance que cela compte. Vous comptez. Votre paix compte. Votre plénitude compte. Et vous avez absolument le droit de les protéger, même des personnes qui auraient dû vous protéger en premier.